Et en fait, c'est tout un schéma. Il y avait toujours une excuse, explication qui, avec du recul aujourd'hui, n'a pas de sens. Mais à ce moment-là, pour moi, je me confortais dans ça et je trouvais ça cohérent. J'ai accepté de comprendre, d'écouter ça. Et c'est comme ça que je vais dire, je pense que c'était ça le plus difficile. C'était vraiment même pas le manque parce que sincèrement, jusqu'aujourd'hui, j'ai pas ressenti vraiment le manque de la relation en soi. J'ai plus ressenti la difficulté pour moi me reconstruire, pour vraiment redéfinir mes principes, mes standards, Mhm, tout ça. C'était mhm, vraiment, je pense que c'était le travail le plus difficile à faire. C'était mhm, d'accepter que j'ai commis des erreurs. C'était peut-être un échec, mais de comprendre aussi derrière que au-delà de l'échec, c'était plutôt quelque chose de positif parce que ça m'a permis de grandir, de redéfinir ce que je voulais pas. Donc moi j'ai mis j'ai mis cartes sur table, j'ai dit voilà moi je sais ça ça ça. Aujourd'hui toi tu me dis que oui tu veux revenir et tout. Et je pense que pendant ces 6 mois-là j'ai quand même fait un chemin au point où j'ai réussi à dire stop à ce moment-là. Je ne suis pas prête à assumer de nouveau cette relation. Je pourrais pas. Je ne pourrais pas. Je pense que je sais aujourd'hui que je ne peux pas fonctionner comme ça. C'est pas possible. Hey sis! Hey, 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 hey. Bonjour, bonjour tout le monde. Alors, petite anecdote, je vous promets que pour faire cette vidéo, ça a été galère. On devait commencer depuis, je sais même pas, depuis peut-être plus d'une heure. Ouais, on devait commencer depuis plus d'une heure, Ouais. mais quelques petits problèmes techniques. Mais on est de retour. Donc, du coup, je vais me représenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, moi, c'est Manuela. Je suis la host de Hey Sis, qui est une plateforme où on parle un peu de toute conversation réelle. Ça peut être des traumatismes, ça peut être des moments de joie. Le but, c'est vraiment d'avoir un safe place où on peut partager nos expériences. Et aujourd'hui, bah, en fait, on va retrouver Raïssa, qui est mon amie d'enfance. Je crois qu'on se connaît depuis 8 ans, 9 ans, je sais même plus. Depuis qu'on est toute Quoi? petite. 8 ans? Non, on se connaît depuis qu'on a l'âge de 8 ans. Ah, ok, d'accord. Oui, on se connaît depuis qu'on a l'âge de 8 ans. En tout cas, peut-être même beaucoup Oui, à plus, peu mais on a près. vraiment commencé à se parler, je crois que j'avais 8 ans, 9 ans par là. Et Ouais. en gros, aujourd'hui, en fait, le thème de ce podcast, c'est ma vie après ma relation toxique. Donc, je pense que très souvent, on a tendance à parler de la relation toxique, de comment on est entré dans une relation toxique, mais on parle pas souvent de l'après-vie, c'est-à-dire comment est-ce qu'on vit une relation toxique après qu'elle se termine, comment on se reconstruit. Donc là, aujourd'hui, Raïssa, elle est là pour nous parler un peu de son expérience, de son vécu. Donc là, j'aimerais déjà qu'elle se présente pour qu'on sache qui elle est. Je suis Haïssa, une passionnée de l'amour. Je pense que tu le sais, Manu. Et donc, bon, après, je suis mariée aujourd'hui, maman, responsable commercial, quoi d'autre? Voilà. En bref. Bon, ok. Bon, Raïssa, elle a un peu spoilé en disant qu'elle était mariée, mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Donc là, en fait, on va commencer par l'avant, c'est-à-dire comment est-ce que tu es rentrée dans la relation toxique. Donc je voulais savoir, en fait, est-ce que tu peux nous présenter. Alors, ma question, c'est comment est-ce que toi, tu visualisais en fait une relation amoureuse avant justement d'expérimenter ce qu'on appelle aujourd'hui une relation toxique? Comment je visualisais? Je crois que j'avais une perception des relations amoureuses qui était un peu biaisée. Pour moi, certes, j'étais une rêveuse, je savais qu'il y avait de belles histoires, mais j'étais un peu sceptique aussi pour moi, les relations, il fallait souffrir, enfin, il fallait traverser des épreuves, euh, c'était pas facile, enfin, pour moi, c'était un peu ça, ma perception d'une relation, en fait. D'accord, ok, très bien. Du coup, comment est-ce que ta relation, bah du coup ta dernière relation avant ta relation actuelle, comment est-ce qu'elle a commencé et à quel moment est-ce que tu as compris qu'il y a quelque chose qui n'allait pas réellement? Alors, la relation a commencé comme toute relation, euh, plutôt bien. Dès le départ, c'était une personne ambitieuse avec une vision. Euh, et puis, très progressivement, je vais dire même presque très vite, hein, il y a des petits signes qui ont commencé à arriver.
très vite, même moins d'un an du début de la relation. Vous Moins de avez six commencé à mois même. sortir ensemble à peu près quand? C'était en quelle année que tu as commencé à fréquenter cette personne? Mmh, alors, est-ce que je me repère encore bien dans les dates? Peut-être que je vais me tromper. Peut-être l'année? Euh, alors, l'année, quoi, c'était quoi, 2019, 2020? Non, non, pas D'accord. 2018, 2018, 2019, par là. Mhm. Oui. Disons, non, début D'accord. 2019, je pense. Oui. Mhm. D'accord. Ok, donc Oui. à moins de un an de relation, donc là on est toujours sur 2019, tu commences à voir certains Oui, signes. Mhm. exactement. Je commence très vite à voir quelques petits signes, quelques alertes. Bon, pour être plus précis, des infidélités que qui sont très vite apparues. Mais bon, je pense que j'étais, comme j'ai dit, très naïve, hein, très jeune, et puis c'était facile à ce moment-là de me manipuler, et puis c'est ce qui s'est passé en fait au final. Donc je suis restée, et puis on a continué la relation un peu dans ce schéma en fait. D'accord. Donc pour toi, en fait, quand tu as commencé à percevoir les premières infidélités, comment est-ce que ça a affecté ta perception de l'amour que tu avais avant? Et pourquoi est-ce qu'en fait, tu as décidé de rester? Et comment est-ce que ce schéma justement d'être dans un cursus qui devient toxique, comment ça a apparu pour toi? À quel moment est-ce que tu t'es rendu compte que, bah, en fait, là, c'est pas très normal? Ou alors peut-être ma vision de l'amour n'était pas correcte, est-ce que j'avais tort? Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette expérience-là? Si c'est que tu as la possibilité de te rappeler. Oui, alors avant moi, comme je dis, je pense que la société en quelque sorte avait un peu biaisé ma façon de voir ou de penser les relations amoureuses. Donc pour moi, certes, l'infidélité ne rentre pas dans mes valeurs aujourd'hui, et puis même avant, c'est ce que je me disais, mais Mmh. c'était pas quelque chose de, je veux dire, je voyais pas ça comme quelque chose de très 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 grave. Mmh. On grandit dans une société où on a presque normalisé le fait que un homme trompe. Donc du coup, je pense que j'ai un peu, je me suis un peu cachée derrière ça, même si je savais que je ne voulais pas ça et que je ne pouvais pas faire avec. Mais je me suis cachée derrière ça en me disant, bon, c'est juste pas la première, certainement pas la dernière. Et puis, c'est pas la fin du monde. Il y a des gens qui ont vécu comme ça et puis ils ont continué. Même si au fond, je sentais bien que j'étais pas heureuse, ça n'allait pas, j'avais déjà un peu un manque de confiance. Ça s'est encore plus accentué avec le temps pendant la relation, et aussi j'ai commencé à vraiment sentir que j'étais plus en paix, j'étais plus en sécurité, le stress, les angoisses, enfin il y a tout ça qui a commencé à se manifester avec le temps, plus on avançait. Donc non seulement il y avait des problèmes d'infidélité et tout, mais à côté c'était aussi de la jalousie excessive un peu, si je peux dire, euh, du contrôle, enfin autant de choses quoi. Donc avec le temps, ça n'a fait que se dégrader, et jusqu'à ce que ça s'arrête, c'était pas, enfin, après, comme dans toute relation toxique, il y avait des moments où ça allait, quand vous arrivez, entre guillemets, à, disons, passer un peu au-dessus de ce qui vient de se passer. Mais très vite, on retombe, on replonge, et puis ça devient un cycle infernal où tu te rends compte que tu n'as plus de paix, tu es tout le temps stressé, tu te poses 1000 questions, enfin, ça devient un peu infernal. D'accord. Et quand tu dis par exemple que, il y avait des moments justement de joie, notamment quand ça a commencé à aller, après ça retombait, qu'est-ce qui réellement en fait te permettait de te dire: «Bon OK, là c'est un bon mois»? Est-ce qu'il avait des gestes affectueux? Est-ce qu'il te promettait par exemple de ne plus être infidèle? Est-ce que c'est toi qui te disais: «Bon, peut-être j'extrapole la situation, peut-être c'est moi qui visualise les choses, de façon drastique, peut-être que, c'est rien, ça va passer, si c'est que je reste, il va mûrir». Est-ce que tu peux un peu en fait nous donner un peu de Oui, détails sur ce qui réellement a fait en sorte parce que quand de ce que j'entends, c'est que c'était devenu comme une boucle. Donc ça va mieux, après ça retombe, ça va mieux et après ça retombe. exactement. Oui. Bon, ce qui me faisait rester, je vais dire, c'est parce que, principalement, euh, les excuses.
Quand tu es sur les faits, il y a ce qu'on te dit, non, c'est une erreur, je vais pas recommencer. Enfin, euh, non, c'est une fille qui me court après, il y a rien. Non, enfin, il y avait toujours une excuse, une explication qui, avec du recul aujourd'hui, n'a pas de sens. Mais à ce moment-là, pour moi, je me confortais dans ça et je trouvais ça cohérent, en fait. Euh, j'ai accepté de comprendre, d'écouter ça. Et puis, c'est comme ça que je vais dire, ça s'enchaînait. Donc, aujourd'hui, il y a une excuse, demain, c'est une autre. Après, Mhm, comme tu dis, les marques d'affection, les petits cadeaux, les petits... Donc, en fait, c'est tout un schéma. Et puis, à un moment donné aussi, on te fait comprendre clairement que euh, you are not enough. C'est un peu toi le problème. Donc, tu mhm. commences à vouloir faire plus d'efforts, à vouloir te surpasser. Tu te dis, bon, peut-être que c'est vraiment moi le problème. Il faut que je change ça, il faut que je change ci. Tu essayes, mais en fait, ça retombe toujours, on revient toujours au même point au final. D'accord. Donc, en fait, j'aimerais quand même préciser que en 2019-2020, enfin, on va dire 2019, tu venais à peine, je crois, d'avoir 21 ans, on va dire ça. En 2019, non, un peu plus, on va dire. 2019, c'était quoi? Il y a quoi? Je suis pas bonne en calcul rapide. Non, 2019, je devais avoir 23 ans, je pense. 23 22, ans. 23. Oui. D'accord. Et lui, il avait à peu près le même âge que toi ou il était un peu plus âgé? Non, je crois, on avait quoi, 5 ans à peu près d'écart. 5 ans. D'écart. Donc, c'était ton grand frère. Donc, c'est quelqu'un Oui, qui avait beaucoup plus d'expérience et tout. Donc, il savait quand même que bon, elle était assez jeune. Donc, il pouvait se tout à permettre fait, certaines choses. D'accord. tout à fait. Et est-ce que, bah, du coup, à cette époque, ton ex-partenaire, est-ce qu'il avait une situation financière? Est-ce que c'est quelqu'un qui était déjà stable? Ou alors vous étiez encore en train d'essayer d'évoluer ensemble? Est-ce que tu penses que il y a certains paramètres justement dans cet aspect-là qui ont pu affecter justement la dynamique de votre relation pour qu'elle devienne toxique? Alors, au départ de la relation, c'était un étudiant comme moi, hein. On était, lui en fin d'études, moi j'étais encore pleinement dans mes études. Donc, situation stable, pas vraiment. Il arrivait à Mhm, joindre les deux bouts, comme voilà, il s'est débrouillé, mais stable, je dirais pas. Il se cherchait, il a terminé ses études, puis il a trouvé, comme on peut dire, son couloir, et puis les choses ont plutôt bien marché pour lui. Euh, et puis bon, après, je pense qu'il y a aussi eu un peu de ça, hein, du fait que il est arrivé peut-être un moment de sa vie où les choses marchaient plutôt très bien pour lui et la petite gloire qui vient avec, ou un homme, j'imagine, parce que je mhm, pense que les hommes, surtout les hommes africains en fait, ils se sentent hommes, surtout sur ce plan-là, quand financièrement, il sait qu'il peut assurer certaines choses. Et mhm, donc, je pense qu'il y a aussi ça qui a joué avec le temps, quand la situation était un peu plus aisée. mhm, À ce moment-là, il y a beaucoup de choses qui peut se permettre. Je me dis, il a beaucoup plus accès à peut-être des femmes. Bon, c'est déjà le cas même avant, hein, mais je pense que ça a aussi joué, en fait. Voilà. mhm. Mais est-ce que, parce que moi, je t'ai entendu dire justement quelque chose, ça qui est hyper intéressant et j'aimerais revenir dessus, c'est que tu as dit justement les infidélités avaient commencé au bout de 1 an de relation, donc c'est pas quelque chose de nouveau. Mais au fur et à mesure, après les infidélités, ça a commencé à être des remarques en mode où tu n'es pas forcément suffisante. Est-ce que tu dirais que c'est quand justement il a commencé à être stable financièrement qu'il a commencé plus ou moins à se sentir supérieur à toi? Et c'est là où il Oui. a commencé à Ah, faire ce type de remarques. ça, clairement. Tu peux nous parler un peu de cette C'était, période? c'était un peu plus, je vais dire, à cette période-là, c'était vraiment plus prononcé. Au point où on en était arrivé où il m'avait dit clairement que, euh, je n'arrive plus à voir, enfin, je ne vois plus rien de positif dans ce que tu fais. Donc, Mmh. aujourd'hui, tu peux, je sais pas, me donner le monde. Moi, je verrais que de voir le positif, je verrais que le négatif.
Donc, en quelque sorte, je pense que oui, euh, ça s'est vraiment, vraiment accentué à ce moment-là, où il a commencé à avoir les défauts X ou Y, des choses qui avaient toujours été normales. Enfin, on avait toujours eu à fonctionner comme ça a commencé à être des gros problèmes à ce moment-là. Mhm. Les remarques répétitifs, les plaintes, la pression, même le stress, c'était vraiment presque insupportable, hein. Mais bon. Mm. Ouais. Oui, je vois. Et j'aimerais savoir, Raïssa, quel a été ton ressenti à cette période? Comment est-ce que tu t'es sentie déjà en tant que femme? Et surtout que bon, j'ose espérer, parce que tu dis bien, tu as été avec lui quand il était encore étudiant, d'avoir été une femme qui a pu le supporter justement durant son ascension, une femme aussi qui en même temps était étudiante, qui essayait aussi pas du coup forcément de construire sa carrière, de sentir que l'homme avec qui justement tu as supporté, que ce soit des infidélités, des moments de difficulté, des moments de joie, parce que bon, j'ose espérer qu'il y avait aussi des moments de joie, et de voir cette même personne, en fait, aujourd'hui te dénigrer à ce moment-là. Comment est-ce que tu t'es sentie? C'est-à-dire comment Raïssa, elle, s'est sentie? Je pense que je sais pas s'il y a des mots en fait. À ce moment-là, tu te sens vraiment réduite. Donc et en fait, le vrai problème dans ça, c'est que tu te sens réduite, tu te sens rabaissée, mais tu veux faire plus parce que comme tu dis, tu essayes de voir le chemin parcouru, tu te dis bon, on a traversé ça, j'ai supporté ça, j'ai fait ça, c'est pas pour abandonner ici, mais justement c'est l'erreur, je dirais, c'est vraiment l'erreur enfin, c'est pas la bonne façon de penser. Mais à cette période-là, je pense que c'est compliqué d'être vraiment raisonnable. Donc, on est plus dans les émotions et puis on se laisse emporter. Donc, moi, je me suis vraiment sentie très, très rabaissée, très, très diminuée. Déjà, comme j'ai dit, j'avais pas très confiance en moi. Donc, imagine un peu, c'était vraiment, vraiment compliqué. Donc, je pense que je peux dire que j'ai quand même frôlé la dépression à ce moment-là. Hmm, ok, Ouais. on va garder ça un peu plus tard, le côté dépression. Mais pendant ce moment, est-ce que tu avais des personnes à qui en parler? Ou alors la même personne qui te faisait subir ça, c'est vers lui que je te confiais également? Non, heureusement, j'ai eu la chance vraiment de quand même rester entourée. Mhm, Euh, Parce que à, à un moment, j'ai quand même été éloignée de beaucoup de personnes, de beaucoup de mes proches, toujours parce que voilà, c'était pas les bonnes personnes pour lui. Non, X n'est pas bien pour toi, telle n'est pas une bonne amie, telle fréquentation n'est pas bonne. Du coup, tu te retrouves progressivement en train de te couper des gens. Mais la chance que j'ai aussi, c'est que j'ai toujours été quelqu'un de très solaire et très friendly. Donc du coup, mhm, je pouvais pas totalement me couper. J'avais des moments de longs moments où j'étais pas en contact forcément avec certains proches, mais après j'arrivais toujours un peu à te connaître. Et la chance que j'ai, je pense qui me sauve toujours, c'est que je parle. mhm, Je parle beaucoup, surtout quand je me sens en sécurité. Je parle, donc j'ai eu la chance de pouvoir m'exprimer, de pouvoir parler avec mes proches, les gens que j'avais autour de moi. Et c'est ça qui m'a sauvée. Je dirais que littéralement, c'est vraiment mon entourage, c'est vraiment les proches, c'est vraiment les personnes avec qui mhm. j'ai eu à parler durant ces périodes-là. C'est ça qui m'a permis de rester debout et puis de me dire que bon, je n'ai, entre guillemets, rien perdu. Voilà. D'accord, je vois. Ok, ça déjà franchement, j'ose imaginer que c'était pas facile pour toi et même là, même d'en parler aussi comme ça, tout en étant à l'aise. Franchement, félicitations. Et je voudrais te poser, bah, après moi je connais déjà l'histoire, hein, mais c'est vrai que je t'ai jamais posé cette question. Est-ce que tu as eu un déclic à un moment donné en te disant c'est le moment pour moi de partir? Ou alors je me demande comment est-ce que c'est terminé cette relation? Euh, le déclic, je pense que on a tout le temps le déclic, mais en tout cas pour mon cas, moi j'ai eu le déclic plusieurs fois où je me suis dit je veux pas continuer comme ça, c'est compliqué. Mhm, Mais entre ce déclic-là et poser l'action, il y a toujours un chemin. Et c'est ce chemin-là que mhm, j'ai pas réussi à faire. J'ai pas réussi à aller au bout.
J'ai essayé, j'ai même des fois dit, bon, ok, j'arrête, on arrête, mais la personne revient à la charge. Donc, c'était vraiment compliqué. Euh, ce qui a causé la séparation, c'est, enfin, ça c'est mon interprétation à moi aujourd'hui avec du recul. Je pense que avoir une double vie, c'est pas facile. Donc, à un moment donné, je pense que la décision, le choix s'est imposé pour lui et le choix s'est fait, tu vois. Euh, Avec le temps, après cette période où, bon, il a décidé que on va se séparer, la relation va se Ah, donc terminer. la décision est venue de lui de vous Oui, séparer. Et tu as parlé oui, de double vie. Est-ce que tu peux nous oui. éclairer un peu dessus? Double vie, ça, je l'ai appris après que il avait déjà une autre relation qui était entamée. Et ça, D'accord. il me l'a confirmé après également. Donc, Ok. Donc pendant oui, que il était avec toi, parce que bon, déjà votre relation elle s'est terminée en quelle année? 2021, 2021. ouais, pas 2000, fin 2021, début 2022, ouais, je pense. D'accord, ok. Donc bon, on va dire 2019, 20, 21. Donc vous étiez à peu près à 3 ans de relation. Donc Oui, pendant 3 ans de relation, où d'ailleurs je pense que tu as oublié de mentionner, tu avais demandé en mariage, si je me trompe pas. oui, oui, Tu avais demandé en oui. mariage. Donc est-ce que c'est après la demande en mariage que il a commencé cette double vie? Ou c'était Bah, après? honnêtement, j'ai jamais cherché à savoir parce que dans tous les cas, il y avait des infidélités. Comme je t'ai dit, ça, c'est pas le premier cas. Il y en avait. Si je compte ce que moi, je sais pendant les 3 ans, on est à au moins 5, 6. Voilà. D'accord. Donc, ça, moi, je l'ai su après. Euh, je sais plus quelle était la question. La question, c'était donc, tu as eu le déclic, mais tu n'as pas réussi à partir et finalement, c'est lui qui a mis un terme à la relation. Et tu as Oui, expliqué qu'il a mis un terme à la relation parce qu'il n'arrivait plus à gérer la double vie qu'il avait entre toi et son autre partenaire. oui. Alors, comme je dis, il avait une double vie. Et après la demande en mariage, il faut avancer. Il faut voir les parents, il faut programmer et tout. Et c'est donc là que tout a commencé à se compliquer pour lui, je pense. Mhm. Parce que peut-être qu'il y avait une balance, je sais pas. Euh, Moi, j'avais des attentes de mon côté, qu'il savait pertinemment qu'il allait peut-être pas pouvoir gérer. Et moi, je laissais pas le temps, entre guillemets. Pour moi, c'était bon. Si tu as pris une décision que voilà, on s'est fiancés, tu vas m'épouser, on avance. Si on ne peut pas, si on n'avance pas, c'est que c'est pas ça. Mhm. Donc moi, j'étais dans cette optique-là et je pense que ça a commencé à se corser pour lui à ce moment-là. Donc, euh, il a décidé que voilà, il fallait mettre bon, pour lui, c'était plus une pause. Il fallait mettre une pause, le temps que chacun réfléchisse, machin et tout. Moi, je sais pas, je suis pas trop, je suis pas pour ça. Donc pour moi, c'est Mhm. soit séparation, soit on continue et puis étant ensemble, on peut voir comment améliorer si c'est possible. Donc pour moi, c'était bon, ok, on se sépare, il y a pas de souci. Mais même après ça, c'était toujours comme je peux dire, toute relation toxique, ça ne s'arrête pas vraiment. C'est toujours euh, quand tu essayes peut-être de remonter la pente, il y a un message qui revient. Donc il y a toujours un petit désir de contrôle ou de vouloir toujours être autour de toi. Oui. Je sais pas si c'est pour bloquer ton évolution ou je sais pas, mais en tout cas la personne est toujours Mhm. là avec des messages, avec les trucs. Et puis des fois, tu te dis que tu avances, après c'est comme si tu recules en même temps. Donc, à un moment donné, il fallait vraiment que je mette un terme à ce cycle-là aujourd'hui, on se parle, après, on se parle plus. Aujourd'hui, donc, à un moment donné, je pense qu'on s'est vu. Et puis, on a eu une discussion où moi, je savais déjà j'avais déjà appris tout ce qui se passait derrière, la double vie et tout et tout. Donc, moi, j'ai mis cartes sur table et j'ai dit, voilà, moi, je sais ça, ça, ça. Aujourd'hui, toi, tu me dis que oui, tu veux revenir et tout. Mais, ouais, la situation. Et puis, la manipulation ne s'arrête pas. C'est toujours oui, mais c'est avec toi que je veux être et tout et tout et tout.
Et puis, je pense que c'est à ce moment-là que j'ai compris que, en fait, là, il y a eu pratiquement 6 mois, hein, 6 mois après la rupture, parce que quand je dis qu'on s'est D'accord, revus, c'était vraiment 6 mois après. Et je pense que pendant ces 6 mois-là, j'ai quand même fait un chemin au point où j'ai réussi à dire stop à ce moment-là. d'accord. Euh, j'ai été ferme et puis j'ai mis les faits. J'ai dit bon, il y a eu trop de choses qui se sont passées. Je ne suis pas prête à assumer de nouveau cette relation. Je pourrais pas. Je ne pourrais pas. Je pense que je sais aujourd'hui que je ne peux pas fonctionner comme ça et c'est pas possible. Donc Et là, qu'est-ce qui t'a vraiment, donné c'est ce où il y a déclic eu du coup? Qu'est-ce qui t'a donné ce déclic-là après les 6 mois de te dire que là, ça y est? Et d'ailleurs, même, je pense que je vais même trop loin. C'est quand ça s'est terminé? Parce que moi, je pars du principe où ça s'est terminé. Les 6 mois qui ont suivi, pour moi, c'était la période que tu as vécue. C'est-à-dire, déjà, on va dire, OK, c'est lui qui est parti. D'accord? Mais une fois que la relation s'est terminée, vraiment les 6 mois que vous revoyez, qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi pendant ces 6 mois-là? le plus difficile, et c'est justement ça je pense, qui était mon déclic, c'est que le plus difficile pour moi, ce n'était pas le manque de la personne. C'était vraiment de me retrouver face à moi-même, reconstruire Mhm, la perception que j'ai de moi. En fait, l'image que je veux versus ce qu'on m'a fait comprendre, en fait, de moi. Je pense que c'était ça le plus difficile. C'était vraiment même pas le manque parce que, euh, sincèrement, jusqu'à aujourd'hui, je j'ai pas ressenti vraiment le manque de la relation en soi. J'ai plus ressenti la difficulté pour moi me reconstruire, pour vraiment redéfinir mes principes, mes standards, mhm, tout ça. C'était mhm, vraiment, je pense que c'était le travail le plus difficile à faire. C'était mhm, d'accepter que, j'ai commis des erreurs, accepter que c'était peut-être un échec, cette relation, mais de comprendre aussi derrière que au-delà de l'échec, c'était plutôt quelque chose de positif parce que ça m'a permis de grandir, de redéfinir ce que je voulais pas, de comprendre clairement quelles sont mes limites, de savoir mhm, que je ne peux pas. C'est compliqué de vivre dans ce genre de relation et tout. mhm. Donc, je pense que c'était vraiment ça le plus difficile et c'est ça aussi qui a été mon déclic. Je pense qui m'a fait comprendre que, au final, bon, quand c'est revu, 6 mois étaient passés, j'ai eu des moments vraiment sombres, Mhm. euh, et puis j'ai réussi à avancer sans vraiment ressentir le manque de la personne. Euh, je me suis dit, bon, si j'ai passé 6 mois comme ça et puis j'ai quand même aujourd'hui retrouvé la paix, Mhm. je me suis retrouvée moi-même, c'est que, bon, je pense que c'est pas la peine de retourner encore dans le même schéma, quoi. Ouais. Waouh. Et en plus, c'est très courageux de ta part parce que je dirais que c'est ce que la plupart des gens ont peur de faire. J'entends très souvent, on dit pour oublier une personne, il faut se remettre avec une personne. Et moi, je dis toujours, ça marche quand on a un certain âge. Mais je pense que quand on arrive à une certaine réalité où on doit reconstruire justement ce que c'est que le véritable amour. Et quand je parle de véritable amour, moi, j'aime toujours référer à ce que la Bible nous apprend, ce que la parole de Dieu nous apprend, que l'amour ne trompe pas, l'amour ne blesse pas, l'amour n'est pas égoïste, l'amour ne cherche pas à s'auto-satisfaire. L'amour, c'est le partage, c'est de penser à l'autre, c'est de mettre l'autre en avant. Et pour toi, Raïssa, justement, qui a grandi, parce que tu parles de société, on a grandi dans une société africaine au Cameroun, où, comme tu dis, c'est très, c'est vulgarisé même, l'infidélité chez l'homme. C'est vu de façon normale. Carrément, quand tu appelles même ta maman pour lui dire que mon chéri m'a trompé, elle rigole, elle dit, ah, ma fille, bienvenue au club, tu vas faire Bienvenue, comment? exactement. Et tout. On va te dire, ouais, mais bon, tu vas le quitter, l'autre va te tromper. Et c'est vrai que ça nous pousse à être comment on dit ça, nous endoctrine plus ou moins dans quelque chose qui, à la longue, devient même toxique pour nous. Et de ce que moi je comprends un peu par ton récit, même par ton histoire et ton témoignage, c'est qu'il y avait déjà même en fait cet élément comment dire, d'amour toxique déjà, de comment même tu voyais les choses, parce que certes, il y avait de la naïveté, c'est normal qu'on est naïf. Il y avait la naïveté, il y avait le fait où tu ne te connaissais pas réellement, tu avais l'habitude que bon, l'infidélité n'était pas très grave. Jusqu'à ce que tu commences à vivre cette infidélité. Et souvent, ce n'est même pas l'infidélité, le problème, c'est les conséquences qui en déroulent. Et comme tu l'as Exactement. dit, il y avait la jalousie, le contrôle, un manque de confiance en toi, on a détruit ta personnalité, ton identité.
Et il a fallu que cette Absolument. personne, et moi j'ai gloire à Dieu, cette même personne qui a été ton bourreau dans cette relation, qui a eu des actes qui n'étaient pas forcément représentateur ou représentatrice de ce que c'est que l'amour, bah, en fait, te disent qu'on fasse une pause. Et toi, bah, du coup, pendant ces 6 mois-là, qu'est-ce que tu fais? Tu fais ce que beaucoup de personnes n'arrivent pas à faire. C'est-à-dire, tu cesses d'être la victime et tu commences maintenant à t'affronter toi-même. Qui est, où est-ce que j'ai laissé les choses, arriver? Parce que c'est vrai, on entre dans une relation toxique, mais on a tous la possibilité de dire non. Mais c'est difficile de dire non quand on n'a pas été, on n'a pas appris justement à ce qu'on n'a pas appris à ce que c'est que un amour qui est doux, quoi. Oui, Et toi, tu as fait ce travail et je trouve ça vraiment formidable. Et c'est beau de voir qu'une personne qui n'a pas forcément grandi avec un amour parfait, même si l'amour parfait n'existe pas, mais qui a réussi quand même à s'en sortir de là. Et ça, c'est très beau à rencontrer parce que bon, des fois, c'est pas toujours la même histoire, on entend autre chose. Et parce que depuis même que tu parles, en aucun cas tu incrimines cette personne. Tu condamnes peut-être ses actes, mais pas la personne. Je trouve même que tout à fait. tu essaies même de dresser un portrait qui est même plutôt assez agréable de cette personne et tout. Et ça, c'est beau, c'est très beau et franchement, félicitations parce que je ne connaissais même pas toute cette partie non plus. Mais moi, j'aimerais aussi savoir, qu'est-ce qui t'a aidé donc à guérir? Est-ce que c'était Dieu? Est-ce que c'était la famille? Est-ce que c'était les amis? Est-ce que c'était le temps? Est-ce que c'était les habitudes? Quels sont ces petits éléments qui t'ont aidé, bah, du coup, à guérir pendant ces 6 mois-là? Je pense que il y a déjà, premièrement, ma personnalité. Comme je t'ai Mmh. dit, moi, je suis quelqu'un, tu sais, je suis quelqu'un de très solaire. J'aime bien vivre. J'aime, comme les Ivoiriens disent, je ne dure pas dans mon mauvais rêve. Gourmet là, Donc, c'est pas pour moi. voilà, c'est ça. Gourmet, c'est pas pour moi, sincèrement. Donc, je me laisse le temps vraiment de digérer, de pleurer. J'accepte en fait que, voilà, c'est difficile. Il y a cette période-là où tu te dis, oui, c'est dur, tu pleures, tu te sens pas bien. Et puis, à un moment donné, tu te dis, non, enfin, moi, je me dis, non, je peux pas, je ne peux pas m'infliger ça. Pourquoi? Pour qui? Mmh. J'ai la chance aujourd'hui d'avoir encore ma famille, d'avoir des proches, des amis, un entourage. Je n'ai encore, je suis encore en train de me construire. J'ai déjà encore tellement d'années devant moi. Euh, je n'ai pas encore vécu les pires expériences de ma vie. Il y en a encore devant. Euh, Mmh. je vais pas m'arrêter là. Enfin, je veux dire, si je dis, bon, je m'effondre pour ça, et devant, je vais faire comment? Enfin, je veux dire, la vie, c'est une succession de choses bien et de malheurs. Enfin, c'est une chaîne, c'est une boucle. Donc, moi, j'ai accepté ça, qu'il y a des moments où tu vas pas être bien, il y a des moments où tu vas être bien. Et puis, quand ça ne va pas, il faut faire le maximum pour pouvoir te relever. Il y a aussi Dieu, bien sûr, il y a l'entourage, surtout beaucoup, beaucoup l'entourage, parce que à cette période-là, j'étais vraiment bien entourée. Enfin, je suis toujours. Mmh. J'ai eu la chance quand même que peut-être certains n'ont pas aussi dans ce genre de situation. Moi, je suis très, très, très bien entourée. J'ai des personnes de confiance avec qui je peux parler, euh, qui savent très bien me rappeler ma valeur, même quand des fois je me perds. Donc, je trouve Mmh. que c'est très, très important. C'est très important d'être très, très bien entouré à ce moment-là. Et puis d'accepter la vie, de pas être fataliste, de se dire, bon, aujourd'hui, ça ne va pas. Hier, ça allait. Aujourd'hui, ça ne va pas. Demain, ça va aller. Et ça va continuer comme ça. Donc, ça va. Je pleure, je me relève. C'est tout. Waouh, franchement, ça c'est très, très beau. Merci beaucoup Raïssa. Et si là aujourd'hui je pouvais donner un message aux filles qui ne sont peut-être pas encore dans une relation ou qui sont en train de traverser une relation, une relation, comment dire, toxique, quel est le message que tu peux leur donner aujourd'hui? Ah, le message que je peux donner, c'est que, déjà, faut revoir les bases, hein. Une relation n'est pas faite pour être, toxique. Certes, aucune relation humaine, que ce soit des relations familiales, avec les collègues, les amis, aucune relation n'est simple. Parce que, surtout moi, une relation de couple, c'est deux personnes différentes, des éducations différentes, je sais pas, des histoires différentes qui se rencontrent. Mais il faut bien faire la différence.
il faut bien faire la différence. Une relation qui t'enlève ta paix, ta dignité, ta confiance, je pense que ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas Mhm. la peine. Donc, à partir du moment où tu sens que ta paix est touchée, ta dignité, donc, c'est-à-dire que tu as une vision altérée de ta personne, euh, là, ça devient compliqué. Faut essayer de s'entourer de bonnes personnes, de parler parce que je trouve que ça aussi, c'est très important. Et moi, ça fait partie des choses qui m'ont beaucoup aidé. Parler, Mhm. avoir des personnes bienveillantes autour de nous. Et puis, c'est ça, parler, Dieu, la Mhm. prière, euh, voilà, l'entourage. Mhm. Oui, Wow. En tout cas, franchement, pour moi, ça a été magnifique tout ce que tu m'as dit. Honnêtement, je pense que beaucoup de personnes vont se revoir un peu dans toi. Peut-être d'autres personnes ont eu d'autres solutions pour justement se sortir de là, pour réussir à retraverser, se relever face à cette relation, à avoir vécu une relation toxique. Et il faut savoir, les relations toxiques, c'est pas forcément quand tu es amoureuse, hein, ça peut être que c'était une relation toxique dans ta famille, avec un frère, avec une sœur, dans ton travail, justement, qui a pu t'affecter oui, dans la continuité de ta vie. Mais là, aujourd'hui, Raïssa, bon, malheureusement, elle a déjà dit, hein, elle est maman, elle a maintenant, elle a un mari, elle a 2 enfants. Et franchement, on est tellement heureuse. Et je pense que cette vidéo, déjà, nous appelle pour une partie 2 où j'aimerais beaucoup, beaucoup que Raïssa nous parle de comment revivre une relation saine après avoir été dans une relation toxique. Ça, vraiment, ça va être une deuxième vidéo et j'aurais trop, trop, trop hâte qu'elle nous parle de ça. Et j'ose espérer que son mari va accepter de faire cette vidéo avec nous. Ce serait trop bien de voir même, en par fait, contre, il va falloir bien négocier. ouais, je pense qu'il va falloir négocier avec lui. Mais au moins, ça va peut-être nous parler de comment, parce que là, elle a vraiment parlé de la préparation et je pense que c'est ça, sa guérison était aussi une sorte de préparation pour retrouver son identité, redéfinir les bases de l'amour. Mais ça, c'est une chose de se préparer quand on n'est pas encore à l'intérieur. Maintenant, il faut appliquer ce qu'on est à l'intérieur. Et ça, du coup, je pense qu'on va préserver ça pour une prochaine vidéo et tout. En tout cas, Raïssa, c'était un plaisir de t'avoir ici sur Ici de podcast. Pour ceux qui vont suivre cette vidéo, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à mettre des commentaires si vous étiez d'accord, si vous n'étiez pas d'accord, si vous aimeriez revoir Aïssa. De toute façon, vous allez la revoir. Vous n'avez même pas le choix. C'est mon podcast. En tout cas, on vous fait plein, plein de bisous. Merci, bisous. Hey, sis.